Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Un trésor dans mon placard. Alors aujourd'hui on va parler de gaspillage vestimentaire. Bon, ça tombe bien, c'est le sujet principal du blog. Mais c'est vrai que jusque là j'avais pas fait de vidéo, donc nous y voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu le contexte et puis surtout mon cheminement personnel. Il y a encore 5 ans, j'étais ce que l'on pouvait qualifier d'accro du shopping. Et puis, le 23 avril 2013, le Rana Plaza s'est effondré et là, tout a changé. Le Rana Plaza, c'était un atelier de confection au Bangladesh. Il s'est effondré parce qu'il n'a pas supporté le poids des étages qui avaient été ajoutés au plan initial. Les normes de construction n'ont pas été respectées. Ce drame a fait plus de 1000 morts et de 2500 victimes. Dans les reportages qu'on pouvait voir à la télé ou sur internet, il y avait des focus qui étaient faits sur les décombres et dans ces décombres on pouvait notamment voir toutes les étiquettes des enseignes qui faisaient produire directement ou indirectement via des sous-traitants donc dans cet atelier de confection. Et là, on pouvait voir toutes les marques qu'on connaît bien, toutes celles qu'on va retrouver dans nos centres commerciaux ou qui ont également colonisé les centres-villes. Et là, c'était carrément un choc pour moi parce que je les achetais à ces marques. Et là, je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas continuer à financer ce système. Maintenant que je savais, il allait falloir que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à ce système-là? Eh bien, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est de m'informer, de, de me questionner, de m'interroger, de me renseigner sur, en fait, l'envers du décor de mon dressing. En fait, j'ai découvert que l'industrie textile était la deuxième industrie la plus polluante, juste derrière celle de la pétrochimie. Et d'ailleurs, en parlant de pétrochimie, il faut savoir que l'industrie textile utilise, bon, j'ai pris mes notes, je ne voulais pas faire d'impair, voilà, l'industrie textile utilise 70 millions de barils de pétrole pour la production des polyesters. Car oui, ne l'oublions pas, toutes les matières synthétiques de nos textiles proviennent du pétrole. Et on va pas se réjouir, c'est pas tellement mieux du côté des matières premières naturelles. Alors la principale, c'est le coton. Il faut savoir que le coton représente environ 2 à 3% des terres cultivées. Mais pour autant, le coton consomme 25% des pesticides produits dans le monde. En plus de ça, c'est une plante qui consomme énormément d'eau. Donc en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que nos vêtements polluaient tout au long de leur cycle de vie. Donc au moment de la production des matières premières, comme on l'a vu, ensuite, avec tout ce qui est lié aux teintures et puis aux différents traitements, comme le délavage ou les sablages pour donner l'effet usé sur nos jeans. Et puis aussi la préparation au transport, parce que pour que les vêtements puissent supporter le trajet sans se dégrader, ils peuvent être pulvérisés de produits chimiques. Il vient ensuite le transport. Donc les vêtements viennent par cargo dans des containers et les carburants qui sont utilisés, ce ne sont pas du tout ceux qu'on retrouve dans nos voitures, ce sont des carburants beaucoup plus lourds, beaucoup plus nocifs qui vont notamment rejeter beaucoup de soufre. Alors, pour vous donner une indication,
Un cargo de transport pollue autant que 50 millions de voitures. Ça paraît complètement dingue, donc je suis allée vérifier cette information. Alors, le nombre d'équivalents millions de voitures varie un peu selon les études. Enfin, quoi qu'il en soit, ça reste quand même dans cet ordre d'idée. Et puis, donc voilà, les vêtements arrivent dans les magasins, puis dans nos armoires. Et ces vêtements, nous allons les laver. Et donc au lavage, toutes les matières en suspension sur les vêtements vont partir dans les eaux de lavage. Alors, c'est une bonne chose parce que d'un côté, elles ne seront pas en contact avec notre peau. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de laver 2 à 3 fois un vêtement neuf avant de le porter. Mais d'un autre côté, toutes ces matières vont partir dans les eaux de lavage et on va les retrouver dans nos rivières, dans nos océans par la suite. Donc ça va polluer. Sans compter que de toute façon, même tout simplement en portant nos vêtements, en ce qui concerne les matières synthétiques, euh, les microparticules, des microparticules vont se détacher, on va les retrouver en suspension dans l'air que nous respirons. Alors, il y a quelque temps, il y a une émission sur les bouteilles en plastique et dans cette émission, il était notamment mis en lumière le fait que des microparticules des bouteilles se retrouvaient dans nos boissons. Alors, ça a fait quand même grand bruit, mais il faut bien avoir à l'idée qu'il se produit exactement la même chose avec nos vêtements. Donc ces microparticules, déjà, sont en contact avec notre peau. Donc j'imagine qu'il y en a forcément une partie qui doit être absorbée. Et puis de toute façon, le reste se retrouve dans l'air. Donc c'est l'air qu'on respire. Donc d'une façon ou d'une autre, on va ingérer ces microparticules. Et puis, donc, depuis les années 90, est apparue la fast fashion qui a considérablement réduit le moment entre où le vêtement fait l'objet de tous nos désirs et le moment où c'est devenu un encombrant, un déchet, tout simplement, dont on ne sait que faire. Parce que, de toute façon, c'est ça hein, l'objectif de ces enseignes, c'est de renouveler mais de façon très rapide puisqu'ils sortent des collections toutes les 2 semaines à 3 semaines pour toujours nous faire racheter les dernières nouveautés et puis ce qui relègue les vêtements qu'on a chez nous au rang de déchets. Ce qui est important quand même à savoir, c'est qu'en fait, on ne porte que 30% de notre dressing. Et puis, en moyenne, un Français jette chaque année 12 kilos de vêtements. Donc, je reprends mes petites fiches. Voilà, ce qui représente en fait en France chaque année 700 000 tonnes de vêtements consommés. Et donc, on se retrouve quand même avec un fléau derrière tout ça. Parce que le fait toujours d'acheter, on produit des déchets. Et autant vous dire que des vêtements qui ne valaient déjà rien à l'achat, pour la revente, c'est compliqué. Il faudrait payer les gens pour qu'ils reprennent. Donc, voilà, on se retrouve quand même face à un fléau parce que l'industrie textile, elle fait quand même, elle fait des ravages au niveau donc environnement, comme on l'a vu, mais au niveau aussi sociétal. Parce qu'il ne faut pas se leurrer pour pouvoir vendre des t-shirts à 2,99 €. Les conditions de travail, de vie, de survie même des travailleurs du textile, elles sont inhumaines. Il faut savoir que donc globalement sur un t-shirt revient seulement 0,6% du prix aux travailleurs du textile. Si le t-shirt est produit en France, en revanche, là,
c'est 29% du prix qui revient en fait aux travailleurs. Donc, alors, il y a les conditions de vie, comme je vous le disais, qui sont enfin, inadmissibles, et puis aussi surtout les conditions de travail, parce que dans les pays d'Asie, bien évidemment, les conditions de travail ne sont pas du tout celles que nous connaissons. Ils vont manipuler des produits toxiques, alors dès le plus jeune âge, parce que le travail des enfants reste quand même assez conséquent dans l'industrie textile, parce qu'il faut bien qu'ils contribuent à apporter une source de revenus à la famille. Donc, dans des provinces, par exemple au Bangladesh, où il y a une production de coton, dans la province du Pendjab, le taux de cancer chez les enfants, et même globalement dans toute la population, a explosé ces dernières années. Parce que, comme je vous le disais en tout début de vidéo, ce sont 25% des pesticides produits dans le monde qui sont utilisés pour la production du coton. Et bien évidemment, ils sont répandus par des personnes qui n'ont pas de protection pour, de toute façon, je ne sais même pas si ça pourrait faire quelque chose d'ailleurs, mais bon, en tout cas, ils sont en contact direct. Ensuite, avec on va retrouver la même chose avec toutes ces teintures chimiques toxiques qui sont utilisées. Les personnes sont directement en contact avec. Et puis, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir de quoi en fait retraiter l'eau de façon correcte. Donc du coup, toute cette eau-là va se retrouver dans les rivières, va servir à irriguer comment dire, les cultures, pour la production, pour l'alimentation. Donc c'est vraiment un désastre, autant pour l'environnement que pour la population. Voilà, en fait, tout au long de la chaîne, on se rend bien compte que c'est vraiment un fléau et qu'il est temps de faire quelque chose. Alors on peut bien se demander qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petit niveau, mais en fait il s'avère que le consommateur a un pouvoir mais juste incroyable. C'est lui qui décide du système qu'il veut financer. En fait, à chaque acte de consommation qu'on va faire, on va façonner le monde dans lequel on vit. Donc faire des choix, ça peut impacter. Parce que, pour reprendre une citation de Coluche, il suffirait que personne n'achète pour que ça ne se vende pas. Donc c'est vraiment ça dont il faut avoir vraiment conscience. On va avoir tendance à attendre que les choses changent, voilà, que les industriels changent. Mais en même temps, en voulant acheter toujours moins cher, il y a quand même un problème. Je ne vois pas comment, en voulant acheter toujours moins cher, l'industrie pourrait changer de modèle. À un moment donné, c'est juste pas possible, quoi. Donc ce qui est important aussi, c'est toujours de s'informer, de se renseigner sur quelle est la valeur des choses. Est-ce qu'un t-shirt peut coûter 2,99 €? Je crois qu'en fait, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est vraiment en fait cette réflexion que j'ai eue dans mon cheminement. Et puis voilà, j'ai créé ensuite le trésor, un trésor dans mon placard, le blog en 2015. Donc ça faisait déjà 2 ans que j'avais cheminé.
Et moi, la première chose que j'ai faite, c'est de faire un grand tri dans mon placard. Donc d'ailleurs, vous pourrez retrouver, j'ai fait une vidéo sur cette thématique. J'ai conservé tout simplement les 30% que je portais. Il y avait les vêtements que je portais très fréquemment, d'autres que je portais très ponctuellement et puis d'autres pas du tout. Donc moi j'ai gardé essentiellement ceux que je portais tout le temps. De toute façon c'est ceux dans lesquels je suis vraiment bien. Donc il n'y avait pas d'intérêt à conserver le reste. J'ai donc tout ce que j'ai mis de côté. J'avais quelques vêtements de marque que j'ai pu revendre. Le reste c'était pas possible. Parce que comme je vous le disais, ça valait plus rien d'occasion. Donc j'en ai conservé une bonne partie pour créer mon stock pour le blog, puisque au départ j'étais vraiment partie sur un blog do it yourself. Donc je me suis servie de ces vêtements. Et comme base pour créer mes tutos, faire des upcycling, et puis pour pas rentrer voilà, dans un principe vraiment de consommation excessive, j'ai utilisé ces vêtements et puis après j'offrais mes créations. Donc voilà le cheminement. Donc maintenant ça fait un peu plus de 5 ans que je n'ai pas acheté de vêtements neufs, parce qu'il y a tellement mais tellement de vêtements déjà en circulation il y a forcément, je trouve forcément mon bonheur. Bon, sachant que déjà, alors, de toute manière, à la base, j'ai considérablement réduit ma consommation en volume. Parce que je me faisais justement la réflexion cette semaine sur ce que j'avais acheté cette année en vêtements. Et en fait, j'ai acheté 2 t-shirts et une chemise en jean. D'ailleurs, celle-ci que je porte, que vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos. Donc voilà, déjà j'ai eu une grosse réflexion sur ma façon de consommer, puisque ce n'est plus je consomme plus par coup de cœur. De toute façon, je fais plus les magasins. Donc j'y vais vraiment quand j'ai besoin. C'est devenu en fait comme quand on fait une liste de courses. Si j'ai un besoin, je note, je sais précisément ce que je recherche. Alors forcément, quand on achète des vêtements de seconde main, c'est pas toujours évident de trouver du premier coup ce qu'on cherche, mais bon, il n'y a rien de irréalisable non plus, ça se fait vraiment très bien. Donc pour moi, vraiment la première action, comme je disais, c'est déjà faire un tri, revoir la façon dont on consomme, et puis la meilleure des choses reste quand même d'acheter des vêtements de seconde main, puisque la meilleure chose à faire pour réduire ces déchets, c'est quand même de ne pas en créer de nouveaux. Après, je sais qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues par rapport aux vêtements de seconde main. Alors juste voilà pour rigoler, généralement quand les personnes me disent que elles se voient pas porter des vêtements parce qu'elles ne savent pas à qui ça a appartenu avant. Et moi ce que j'aime bien leur répondre, c'est que lorsqu'elles vont à l'hôtel, il est rare qu'elles savent qui a dormi dans les draps avant. Au final, c'est un peu la même chose. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les vêtements de seconde main. Alors, si vraiment pour vous c'est pas possible, il y a plein de nouvelles marques éco-responsables qui se sont créées ces dernières années. Et là encore, moi, celles que je préfère mettre en avant, ce sont celles qui sont spécialisées dans l'upcycling. Donc, qui vont récupérer... je pense notamment aux récupérables. Donc, ils vont réutiliser des textiles. Que ce soit voilà, en partenariat avec des associations, ou bien ça peut être aussi des récupérations de fin de rouleaux.
Voilà, moi c'est celle que je vais mettre en avant parce que elle réutilise, elle remploie de la matière qui est déjà créée. Et puis bon, voilà, il y a d'autres marques qui se sont créées. Après, tout va dépendre aussi de votre système de valeurs, ce que vous voulez défendre, les causes que vous voulez défendre. Il n'y a pas une seule façon de faire, il y a de multiples façons, mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose, de se poser des questions, de s'interroger, d'avoir une réflexion. Et surtout vraiment de réaliser que le changement, les solutions, elles sont en nous, elles ne sont pas à l'extérieur. Donc ça ne sert à rien d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose, c'est vraiment à chacun d'agir. Ça nécessite pas forcément hein, de tout révolutionner, de tout changer, ça nécessite pas forcément non plus de consacrer un budget faramineux parce que de toute façon en volume, puisque le volume d'achat va diminuer, on s'y retrouve forcément. Donc ça peut permettre de s'acheter des pièces qui seront beaucoup plus qualitatives et qui vont durer. Qui vont pouvoir avoir plusieurs vies et dont une fois qu'elles seront trop usées pour être portables pourront être transformées pour avoir une nouvelle vie, pourquoi pas en accessoires de mode, notamment en sac, en ceinture, enfin il y a plein de choses, hein. Vous retrouverez tous les tutos sur le blog. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est que chacun peut agir à son niveau pour faire changer le monde parce que là, il est vraiment temps d'agir, plus possible de tenir ces conditions de production. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet. Un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et si vous voulez être informé de toutes les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous et puis d'activer les petites notifications en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.